J'accueille maintenant Anne Méraud, qui est avec nous, qui est chargée de recherche à l'INRA, à Montpellier. Bonjour et bienvenue ce matin ici sur le salon Millésime Bio. On va voir de quelle manière on peut gérer les maladies en conversion bio et dans la culture bio. Vous parlez déjà, Anne, de bioagresseurs, ça fait peur. Oui, pardon. De maladies, on va dire, pour De simplifier. maladies. Voilà. Non, bonjour à tous déjà. Écoutez, voilà, on m'a demandé de présenter une partie de nos travaux de recherche sur la conversion au bio à l'UMR System. On est sur Montpellier. Une partie de nos travaux parce que ça fait presque 10 ans maintenant qu'on s'intéresse à la conversion au bio en viticulture. Et là, c'est des résultats d'études, on va dire, assez récents, vraiment centrés sur, à l'échelle de la parcelle, sur les maladies. Voilà. Donc, je voulais vous remettre une petite diapo d'introduction pour refixer quelques idées, mais c'est des choses assez générales que vous devez connaître. Donc, on a confirmé ça dans un projet dans les années 2000, enfin c'était autour de 2012-2013. Donc, effectivement, la première année de la conversion au bio, on assiste à un changement de la stratégie phytosanitaire. Donc obligatoire lié à la conversion. Mais quand on regarde sur la deuxième année et la troisième année de conversion, on observe encore des changements qui sont plutôt de type des ajustements, soit de doses, de produits, de matières actives, des ajustements en tout genre, donc sur la stratégie phytosanitaire. Donc les changements de pratiques culturelles qui sont observés autour de la stratégie phyto, c'est donc des substitutions de matières actives. Donc on passe de produits qui sont systémiques, qui sont peu lessivables et efficaces, à des produits plutôt lessivables, non systémiques, moins efficaces, donc à base de soufre et de cuivre. On observe des changements d'équipement aussi, autour des modernisations de pulvérisateurs notamment, et puis l'introduction de pratiques préventives, donc de prophylaxie, et beaucoup plus d'observation dans les vignes. Donc voilà, en résumé, les changements qui sont opérés pendant la première année de conversion, ainsi que la deuxième et la troisième année de conversion. Et en ça, nous, on qualifie cette période de conversion comme une période un peu critique, où on va avoir des effets d'apprentissage. Il va falloir réapprendre quand même à gérer sa vigne. Donc, en 2013, en fait, on a décidé de lancer une étude sur la variabilité des rendements viticole à l'échelle de la parcelle, avec un volet notamment suivi des maladies que je vous présente ici. Donc c'est un projet de recherche financé par l'INRA. Voilà un petit peu le dispositif expérimental. En fait, depuis 2013 à 2016, on a suivi 46 parcelles. Des parcelles qui étaient soit en convention. Elles sont réparties où on le voit. Alors, oui, elles sont là, on est sur la région de la zone de Montpellier jusqu'aux Côtes-du-Rhône, donc on est au-dessus d'Orange, donc les plus hautes parcelles doivent être dans la région de Visan, si vous connaissez. Donc des parcelles qui étaient soit en conventionnel, soit en première année de conversion, en deuxième année de conversion, en troisième année de conversion. Donc les années C1, C2, C3 correspondant à première année de conversion, deuxième année et troisième année de conversion. Voilà, chaque année, on a suivi 10 à 15 parcelles, et certaines parcelles ont été suivies plusieurs années. En moyenne, les parcelles ont été suivies 2 années. Je vous dis ça parce que dans les graphiques que je vais vous présenter après, ce n'est pas des trajectoires d'une seule parcelle qu'on observe, c'est bien des trajectoires régionales, donc qui mélangent des groupes de parcelles. Donc on était principalement situé sur le Vaucluse. Le cépage qu'on a choisi dessus, c'était le Grenache noir, dans des conditions de rendement limitées à 50 hectolitres par hectare. Bon, voilà, des surfaces minimum de parcelles de 0,5 hectares. Une précision sur le choix du cépage, pourquoi le Grenache noir ? Parce qu'il est fortement représenté dans la zone. Voilà. Et donc des parcelles bien sûr en pleine production qui n'étaient pas considérées comme dépérissantes. Mais bien sûr, une très très forte hétérogénéité quand même dans le dispositif. Alors ce qu'on a fait, c'est que sur 30 cèpes répartis régulièrement dans les parcelles, on a donc suivi une inflorescence ou une grappe après par cèpe. Et on a regardé régulièrement à la floraison, à la fermeture, à la véraison et au vendange, les niveaux d'attaque par grappe, c'est-à-dire pour être plus précis, le pourcentage en surface de la grappe qui était atteinte touchée par les maladies. Voilà. Alors, juste avant de passer au résultat, le black rot est apparu. Alors, ce n'était pas une maladie qu'on avait identifiée au démarrage de l'expérimentation et qui est apparue comme vraiment importante en cours d'expérimentation. Donc, on a suivi en 2015 et 2016, mais 2 années de recul ne sont pas suffisantes pour avoir des conclusions. Donc, pour l'instant, on l'a laissé de côté. Donc, on a suivi mildiou, oïdium, botrytis et les vers de la grappe.
donc vers de la grappe 3 générations dans la région. Alors, si je passe directement aux résultats, donc tous mes résultats sont présentés de la même façon, donc sous forme de graphique. Alors, vous avez CV, donc conventionnel, C1, première année de conversion, C2, deuxième année, et C3, troisième année, en fait, qui représentent des moyennes sur l'ensemble des années suivies des parcelles. Et donc ça, c'est en abscisse et en ordonnée, vous avez les sévérités, donc les niveaux d'attaque pour les différentes maladies à différents stades. Donc là, pour l'oïdium, vous avez en haut la floraison et en bas la véraison et les vendanges. Donc ce qu'on observe, en fait, c'est un effet significatif de la période de conversion sur les sévérités d'oïdium à la période de la floraison et de la véraison. Cependant, ce résultat est nuancé par le fait que le niveau d'attaque reste très faible, puisque à la floraison, on ne dépasse pas 0,4%, enfin même 0,2% d'attaque, donc ce qui est vraiment pas beaucoup, même si on a un pic d'attaque en deuxième année de conversion. Si on regarde la véraison et les vendanges, donc à la véraison, on retrouve un pic de niveau d'attaque en deuxième année de conversion, mais on reste encore en dessous de 1% de niveau d'attaque. Et aux vendanges, on monte jusqu'à presque 3% de niveau d'attaque, mais on reste quand même assez faible. Et cette fois-ci, on observe un pic d'attaque lors de la première année de conversion. Si je passe au botrytis, en fait, là, j'ai représenté le niveau d'attaque du botrytis à vendange. Donc, on s'aperçoit qu'on est au maximum à 5% de niveau d'attaque pour les parcelles qui étaient en conventionnel et que ces niveaux d'attaque diminuent jusqu'en troisième année de conversion. Au niveau statistique, on observe un effet significatif de la conversion sur les sévérités de botrytis, principalement à la véraison et aux vendanges, qui laisse supposer une meilleure maîtrise du botrytis à partir de la troisième année de conversion, et dans notre échantillon, meilleur niveau de maîtrise que les parcelles en conventionnel. Dans le cas du mildiou, premier graphique sur la floraison, donc on reste à des niveaux de sévérité qui sont relativement faibles, puisqu'on est en dessous de 1%. Enfin, 1%, oui, c'est ça, de niveau d'attaque à floraison. Des niveaux d'attaque qui sont plus importants dans les parcelles en conventionnel. Et ce qu'on peut dire jusqu'à la fermeture de la grappe, c'est qu'on n'a pas d'effet significatif de la conversion, donc pas de différence entre conventionnel et les 3 années de conversion. Si on regarde maintenant à partir de la véraison, donc là j'ai représenté les vendanges, puisque c'est encore plus marqué aux vendanges, on a un effet significatif de la conversion sur les sévérités du mildiou, donc notamment des attaques de mildiou qui sont plus élevées en deuxième année de conversion, sachant qu'elles commencent à augmenter en première année de conversion, et vraiment l'effet significatif, on l'a en deuxième année de conversion. Si je passe maintenant au vert de la grappe, donc à floraison et aux vendanges. Donc là, on parle en nombre de glomérules pour 15 grappes et en nombre de larves, enfin ça c'est à la floraison, en nombre de larves au saumurage, donc pour 15 grappes aussi pardon, je dis des bêtises. Donc à la floraison, c'est un nombre de glomérules par grappe et aux vendanges, c'est un nombre de larves pour 15 grappes observées. Donc à la floraison, on a significativement moins de glomérules en parcelles conventionnelles et beaucoup plus en troisième année de conversion, donc avec une cinétique où le nombre de glomérules augmente jusqu'en troisième année de conversion. Alors qu'aux vendanges, on a un niveau d'attaque qui est beaucoup plus élevé en première année de conversion par rapport au conventionnel et surtout par rapport à la troisième année de conversion. Les résultats ne sont pas significatifs malgré tout sur les vendanges. Voilà. Donc ça c'était un premier élément, c'est le gros quand même de ma présentation puisque j'ai focalisé sur les maladies. En fait on a regardé donc des niveaux d'attaque et ces niveaux d'attaque sont intéressants après à mettre en relation avec des performances agronomiques, notamment les rendements, et dans l'autre sens à regarder en fonction de la stratégie phytosanitaire. En gros, qu'est-ce qui a pu causer des niveaux d'attaque plus élevés, notamment en deuxième année de conversion, et quel est l'impact de ces niveaux d'attaque. Donc, juste 2 graphiques pour illustrer ces premiers résultats. Donc, vous avez ici toujours pareil le conventionnel C1, C2, C3 en abscisse, et en ordonnée, vous avez ce qu'on appelle l'AIDB, qui est en fait un indicateur qui nous permet d'évaluer la qualité de la stratégie phytosanitaire, et cette fois-ci en prenant en compte les 4 principaux bioagresseurs. Donc là, c'est plutôt un indicateur synthétique de la stratégie, et non pas pris un par un.
Donc ce qui est intéressant en fait dans cet indicateur, c'est qu'on observe, alors quand on est au-delà d'une valeur de, enfin plus la valeur de l'AIDB augmente, plus la stratégie phytosanitaire va être à revoir. Et dans la zone que j'ai mis un peu, alors c'est saumon rosé ici, en fait, ce qu'on peut en dire, c'est que la stratégie phytosanitaire est clairement à revoir dans cette zone-là. Tandis que dans la zone qui est plutôt en bleu, en bas, on peut se satisfaire de la stratégie phytosanitaire qui est mise en place. Donc comment on peut lire pour l'instant ce graphique? C'est qu'en C3, on a des stratégies phytosanitaires qui sont satisfaisantes. En C2, on a des stratégies phytosanitaires qui sont à revoir. Et en conventionnel et C1, on est un peu entre les deux, au cas par cas, selon les spécificités des parcelles. Donc voilà, donc effectivement, un premier élément des réponses, des niveaux d'attaque, des sévérités qui sont fortes en C2, qui pourraient s'expliquer par une stratégie phytosanitaire qui est à revoir. Et comme là en C3, on se retrouve à une stratégie phytosanitaire qui, elle, cette fois-ci est bonne, ça veut dire qu'il y a une correction qui s'opère entre la deuxième année de conversion et la troisième année de conversion, ce qui va vraiment dans le sens de la justification aussi des 3 années minimum d'apprentissage et nécessaires pour de conversion. Autre diapo, cette fois-ci sur la production. Donc là, j'ai fait figurer en ordonnée non pas des rendements, mais des taux de satisfaction par rapport au rendement. Je m'explique, en fait, c'est si on vise 50 hectos et qu'on récolte 50 hectos, on est satisfait à 100%, donc on a un rapport de 1. Voilà, donc c'est le rendement déclaré sur le rendement objectif. Donc quand on est à 1, ça veut dire qu'on est parfait, on a atteint notre objectif. Quand on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre objectif de rendement. Et quand on est au-dessus, ça veut dire qu'on a dépassé l'objectif visé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en première année de conversion, effectivement, on n'atteint pas les rendements escomptés. En deuxième année de conversion, non plus, mais ça augmente légèrement. Et en troisième année de conversion, on est autour de 1. Donc à ce moment-là, on réatteint les niveaux de rendement souhaités. Ce graphique ne dit pas si les rendements souhaités en conversion, en bio, sont les mêmes que ceux souhaités en conventionnel, par contre avant conversion. Donc il peut y avoir des changements d'objectifs. Voilà. Donc effectivement, on peut se poser la question, en regardant ce graphique, de l'impact des maladies sur la non-atteinte des rendements en première année de conversion et surtout en deuxième année de conversion. Donc, juste pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y avait beaucoup de graphiques. Donc, effectivement, on a observé un effet significatif de la conversion au bio sur plusieurs maladies à différents stades phénologiques, notamment une augmentation de la sévérité qui démarre en première année de conversion, mais qui est vraiment significative en deuxième année de conversion. Et par contre, en troisième année de conversion, on a des niveaux de sévérité qui retombent. On n'a pas toujours de différence significative entre les parcelles en conventionnel et les parcelles en première année de conversion, ce qui veut dire qu'il y a quand même un effet qui s'étale sur plusieurs années. Mais c'est aussi à mettre en relation avec une plus forte hétérogénéité des résultats dans des parcelles en conventionnel. Donc le retour à la normale en troisième année de conversion, lui, nous renvoie à une question d'homogénéité au contraire des résultats. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement plus de régularité dans le contrôle des maladies en troisième année de conversion, contrairement au conventionnel? Donc pour l'instant, je laisse avec un point d'interrogation. Voilà, et clairement, les résultats montrent un temps d'apprentissage et d'ajustement de la stratégie phytosanitaire qui dure au moins 2 ans, et voilà, et pendant laquelle donc, la maîtrise des bioagresseurs en vigne n'est pas toujours satisfaisante. Juste pour conclure, pour aller plus loin, donc juste pour vous informer qu'effectivement on est toujours en cours d'analyse des données, qu'on est en train de faire le lien de façon plus précise avec les performances agronomiques, les rendements, les différentes composantes du rendement, parce que dans l'étude qu'on a faite, on a aussi travaillé sur le nombre de fleurs, nombre de baies vertes, nombre de grappes, nombre de baies par grappe et poids des grappes, donc on a quand même pas mal d'informations derrière, des informations sur la qualité, qu'on a prévu aussi de faire le lien plus précis avec la stratégie phytosanitaire, les autres pratiques, et certaines performances environnementales, donc des informations sur les calculs d'IFT détaillés par période, par type de produit, les quantités de cuivre et les quantités de soufre pour vraiment aller dans le fond de l'explication de ces résultats. Voilà. Alméro de l'INRA à Montpellier. L'étude, là, vous travaillez encore dessus, vous l'avez signalé il y a un instant. Elle pourrait être publiée sur quelle période ? On a commencé à publier.
en fait. Donc on a Mais commencé publication évolutive, c'est-à-dire qu'il y a... Donc publication évolutive, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2017. Là, voilà, ce genre d'intervention fait partie de ce qu'on appelle, nous, nos publications aussi et nos stratégies Partielles. de communication partielles. Et au fur et à mesure que les résultats sortent, de toute façon, on essaie de les communiquer. Dans ce genre d'études, on est fortement en contact avec Sud20 Bio, voilà, qui sont largement impliqués dans ces travaux. Donc on essaie de diffuser aussi au maximum régulièrement tout ça. Mais dans les 2 prochaines années, on aura vraiment des résultats. Bon. Et on a aussi d'autres résultats sur le coude que je n'ai pas montré aujourd'hui. J'allais y venir justement, et après. C'est pour ça que j'ai mis mon adresse mail. Vous avez mail. d'autres axes, d'autres points sur lesquels vous travaillez à l'INRA Montpellier, concernant la vigne et le vin et le bio? Concernant la vigne, beaucoup. Concernant la vigne bio, sur l'UMR System, c'est principalement ces travaux-là, avec des réflexions aussi à l'échelle de l'exploitation sur quels changements sont opérés et quelles sont les diversités de stratégies mises en place pendant la conversion, avec des réflexions sur l'évolution de la main-d'œuvre et des encépagements aussi. Voilà. À suivre. Voilà, à suivre, oui. Mais n'hésitez pas à contacter. Des questions, des réactions. Monsieur lève le bras. Restez avec nous. Anne Méron vous écoute. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous avez pris en compte les aléas climatiques dans votre étude? Alors, c'est une question qui est assez intéressante et je n'ai pas trop précisé ça. En fait, on a pris en compte les aléas climatiques de 2 façons. D'une part, dans le dispositif expérimental, on n'a pas toute une année, toutes les parcelles en première année de conversion, la deuxième année de suivi, toutes les parcelles en deuxième année de conversion. Chaque année, chaque millésime, d'un point de vue climatique, on a plusieurs parcelles en première année de conversion, en deuxième et en troisième année de conversion. Voilà. Donc ça, c'est une première façon par le dispositif de prendre en compte l'effet climatique. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des biais aussi des années. Et là, d'un point de vue statistique, on intègre en fait ces effets climatiques, ces effets années dans les statistiques. Le gel, le manque d'eau, par exemple? Le gel, le manque d'eau, enfin, globalement, on prend en compte un effet année. Voilà, sans forcément le qualifier et l'expliquer, mais on le prend en compte, effectivement, d'un point de vue statistique. Ce qui fait aussi que parfois, on a des graphiques qui montrent des grands pics, des grosses sévérités qui sortent du lot sur certaines, par exemple sur les C2 de mémoire, sur les vers de la grappe, qui ne sont pas significatives d'un point de vue statistique parce qu'on peut avoir des effets années derrière. Voilà. D'autres questions, réactions dans la salle? Très studieuse. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin et merci à Anne Méron de l'INRA